Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Parmi les faits marquants du jour, bas les masques, le palais princier a annoncé en fin de journée que le masque ne serait plus obligatoire en extérieur à partir de samedi, sauf dans les zones fortement fréquentées. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II évaluera la semaine prochaine la situation sanitaire pour définir les mesures susceptibles d'être prises, et ce dans le double objectif de protéger la santé de la population et de répondre aux attentes des acteurs de l'économie, notamment ceux liés aux activités touristiques. Dans votre JT ce soir, J-2 avant le tournoi de qualification olympique de rugby à 7, la dernière chance de pouvoir se qualifier pour les Jeux de Tokyo. L'équipe de France y défendra ses couleurs. Nous recevrons un bleu qui a le cœur rouge et blanc, Antoine Zegdar. Oleksiy Yefimov réagira sur notre antenne sur la phase finale de Jeep Elite qui aura bien lieu. Un accord a été trouvé entre la LNB et le syndicat national des basketteurs. Nous ferons plus ample connaissance avec l'équipe de Monaco de padel qui participera au championnat d'Europe à Marbella fin juin. Puis nous recevrons le directeur des petits chanteurs de Monaco, Pierre Debat. Nous évoquerons avec lui l'impact qu'a eu lieu la crise sanitaire sur la maîtrise. Mais avant cela, jour J pour les élèves de terminale, la philosophie donne depuis plusieurs années le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat. Même si le bac nouvelle formule a été adapté en raison de la crise sanitaire, le stress n'était pas moins important. Cette année, les lycéens ont dû plancher sur les notions de violence, de désobéissance ou encore d'avenir. Comment s'est passée cette première épreuve pour les Monégasques? Pour le savoir, Christine Datomel est allée à leur rencontre. Le premier, c'est est-ce que discuter, c'est renoncer à la violence? Ensuite, c'est est-ce que l'inconscient échappe à toute forme de connaissance? Le troisième, c'est est-ce qu'il faut être est-ce qu'on est responsable de l'avenir? Et le quatrième, c'était une explication de texte. Les sujets, c'était intéressant. Les sujets étaient assez vastes, assez vagues. Du coup, on pouvait mettre plusieurs connaissances si on en avait. Et moi, personnellement, j'ai utilisé presque tout le temps. Du coup, ça allait. Ça s'est passé plutôt bien. Pas trop stressant. Avec la nouvelle année, c'était plutôt satisfaisant avec les 4 sujets du coup qu'on avait, c'était plus facile. On était moins stressé parce qu'on nous a dit que c'est la note du contrôle continu qui sera prise si elle est meilleure que la note du bac. Du coup, on a moins de stress, je pense, par rapport à ça. Pas mal de soulagement donc pour les lycéens monégasques. A noter que les élèves de première passaient eux aujourd'hui l'épreuve écrite du bac français. L'autre actualité en principauté, c'est le tournoi de qualification olympique de rugby à 7. Il aura lieu ce week-end au stade Louis II avec à la clé une qualification pour les Jeux de Tokyo. L'équipe de France fait partie des équipes engagées et qui souhaitent décrocher le précieux sésame. Un joueur ne nous est pas inconnu, il s'agit d'Antoine Zegdar. Il est de retour à Monaco, un pays qu'il connaît bien pour y avoir grandi. Bonsoir Antoine Zegdar. Bonsoir. Comment se passe votre préparation avec l'équipe de France? Ça se passe très très bien, je suis à la maison donc c'est encore mieux. Et c'est incroyable pour moi d'être ici et de pouvoir faire mon sport et mon métier à la maison. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, c'est votre dernière chance de pouvoir vous qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Oui, c'est ça exactement, c'est la dernière place. Voilà, le tournoi se déroule ce week-end et il n'y a que le vainqueur qui aura une place aux Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est la chose à ne pas louper. Et quelle est l'ambiance au sein de l'équipe? Vous êtes déterminé? Moi, je les ai rejoints il y a une semaine du coup, et dès que je suis arrivé, j'ai senti vraiment une grosse détermination, beaucoup d'engouement au niveau des entraînements, beaucoup de concentration. Et voilà, toute l'équipe est prête et voilà, on est prêt. Et puis vous l'avez dit, c'est particulier pour vous parce que vous jouez à domicile, vous avez grandi ici à Monaco. Oui, c'est ça exactement. J'ai fait ma scolarité jusqu'au lycée. Dès que j'ai l'occasion, je rentre ici voir ma famille, mes amis. J'ai toute ma vie qui est ici. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, enfin d'exceptionnel pour moi de pouvoir être ici en faisant du rugby. Antoine, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas le rugby à 7, c'est une discipline totalement différente de son grand frère, le rugby à 15. Les matchs sont plus courts, mais plus intenses, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc, c'est sur le même terrain, mais c'est demi-temps de 7 minutes. On est du coup 7 sur le terrain, donc c'est beaucoup plus intense et il y a beaucoup plus de courses, etc. Et voilà, mais c'est un jeu qui est très aéré et donc on prend du plaisir, même si on ne connaît pas forcément le rugby. À 15, on prend beaucoup
beaucoup de plaisir à regarder du rugby à 7 puisque voilà, ça n'arrête jamais. Il y a des duels qui sont joués de partout, etc. Et donc, c'est plaisant à voir pour des personnes qui ne connaissent pas forcément le rugby. Nous avons rencontré en début de semaine votre père, Salim. Nous en avons profité pour lui demander le regard qu'il portait sur votre carrière et votre sélection en équipe de France. On l'écoute et on se rejoint juste après. Ah bah oui, c'est une fierté d'avoir son fils qui joue dans l'équipe de France de rugby à 7 en international pour la qualification des JO. Et en plus que cette qualification se fasse dans notre pays à Monaco, ah ouais, je suis l'homme le plus heureux. Antoine, le soutien de votre famille est important? Oui, bah, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Ils ont toujours été derrière moi, mes parents. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est primordial pour moi. Et c'est quelque chose auquel je m'accroche et ils sont toujours là à me remonter le moral quand parfois ça va pas ou me booster enfin franchement ils ont été super avec moi et depuis le début c'est en partie grâce à eux que je suis là où je suis aujourd'hui et voilà. Et pourtant vous venez pas forcément d'une famille de rugbyman. Comment vous avez mis un premier pied sur le terrain avec un ballon ovale dans les mains? Oui, non, pas du tout. Je viens pas du tout d'une famille de rugby. C'est un de mes meilleurs amis qui faisait du judo à l'époque avec moi, qui m'a emmené du coup une fois au rugby à Monaco. Donc on s'entraînait sur le stade de Cap d'Aille. C'était à 2 pas de chez moi, donc ça m'allait très bien. Et j'ai tout de suite accroché. Et puis après, ça allait très très vite. J'ai joué ensuite à Nice, après à Toulon, et voilà, ça allait assez vite. Vous allez connaître le top 14 l'année prochaine. Vous venez de vous engager avec Castres, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. C'est ça, j'ai signé à Castres pour 2 années. Donc voilà, je suis très content d'avoir fait ce choix et j'ai hâte d'y être. Une nouvelle étape dans votre carrière. Dans une carrière, il y a des choix à faire, à prendre. Et voilà, ça a été le cas pour Castres. Et donc, je suis très content de ce choix. Et en attendant, on suivra votre participation avec l'équipe de France dans ce tournoi de qualification olympique pour les Jeux de Tokyo. Merci beaucoup Antoine Zegdar d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et puis nous l'avons appris en fin de journée, l'Ouganda a été disqualifié de la compétition en cause plusieurs cas positifs de coronavirus au sein de l'équipe africaine. L'Ouganda est un concurrent de moins pour la France puisqu'il faisait partie de la même poule. Du basket à présent avec l'avant-dernière journée de la saison régulière de Jeep Elite. C'est une Roca Team remaniée qui s'est inclinée 85-72 face à Strasbourg hier soir à la salle Gaston Médecin. Le résumé de cette rencontre est signé Frédéric Elion sur des images de Sylvain Péroumal. Pas de Dibost, Mathias Le Sort, Rob Gray, Marcos Knight, JJ O'Brien et Ibrahima Falfaye, tous laissés au repos suite à l'enchaînement infernal de 16 matchs en 40 jours. Une décision prise surtout en prévision du quart de finale de lundi soir afin de reposer les cadres. Face à Strasbourg, la Roca Team a présenté une équipe B composée de quelques joueurs pros et de plusieurs espoirs. 30 minutes sur le parquet pour Yohan Choupas, 23 pour Rudy de Maïs, 19 pour Boukari Sissoko et Jordan Raton et 14 pour Kevin Keliki. Les jeunes monégasques n'ont pas démérité, ils ont mis de l'énergie et ont montré de belles choses, inscrivant 32 des 72 points monégasques. On a pu également voir à l'œuvre Razid Mahalbazic, dernière recrue arrivée sur le rocher, auteur de 13 points à 6 sur 6 au tir. L'intérieur autrichien fera beaucoup de bien dans la raquette pour les phases finales. Strasbourg s'est appuyé de son côté sur Wainwright et Yudano, 17 points chacun, pour prendre 4 points d'avance à la mi-temps, 8 à la fin du troisième quart-temps et 13 au final. Avec cette victoire de plus 13, 85-72, la SIG récupère le point average sur Monaco. On a essayé de faire reposer les cadres de l'équipe, on a essayé de nous donner notre chance. Donc on s'est donné à 100%, on a essayé de gagner le match. Bon, c'était une bonne équipe en face, donc malheureusement on a perdu, mais voilà, on a essayé. Sur un plan personnel, comment est-ce que toi, Rudy, Bouk, vous avez géré ça, d'avoir beaucoup plus de temps de jeu que d'habitude? Moi, pour ma part, ça fait bizarre. Ça doit faire depuis décembre que j'ai pas joué plus de 10 minutes ou 3 minutes. Donc ouais, ça fait bizarre, mais ça fait du bien, c'est cool. Après, je suis un peu déçu de ma prestation, mais bon, c'est comme ça et voilà, on va se remettre au boulot, c'est pas grave. Yohan Choupas et tous les espoirs auront une autre occasion de montrer ce qu'ils savent faire. Vendredi à 18h face à l'Asvel. Là aussi, les cadres seront laissés au repos.
Et concernant le basket, il y aura bien une phase finale pour conclure cette saison de Jeep Elite. Alors qu'une menace de grève de la part des joueurs planait, la LNB et le syndicat national des basketteurs sont finalement tombés d'accord. La phase finale commencera donc le dimanche 20 juin, le 21 pour Monaco, pour se terminer le samedi 26 juin. Je vous propose d'écouter la réaction d'Olexei Yefimov, le general manager de la Rocket Team. Well, you know, I think it's good that the management of the league and the players union have finally found a common sense. I think it's good for the entire basketball, for fans, but at the same time we need to take into consideration that during the last 1.5 months it was a real marathon for us. We played 17 games in less than 45 days, so that's one of the reasons why we decided to, or let's say we were forced to be strategic. That's why yesterday we let our main rotation players rest and we use more espoirs. Most likely we will do the same tomorrow because we need to get a chance to our key players to be regenerated and to be fresh for the quarterfinal, because it's win or die game, so it's must win. I hope that by Monday we will be ready, and it will be much easier for us to get ready in case if we will get support from our fans, and that's the reason why we offer to our fans who bought the tickets for yesterday's game against Strasbourg and tomorrow's game against as well to change those tickets free of charge for the quarterfinal match, as well as there will be a free entrance for all the season ticket holders, because I think this is the last home game in 2020-21 season, so we want to be united with our fans, because this is the moment when Rocket family need to be all together. Voilà pour la réaction d'Olexei Yefimov, qui compte donc sur le soutien des fans dans cette phase finale. Toujours dans l'actualité sportive, un mot de padel. L'équipe nationale monégasque participera fin juin au championnat d'Europe. Quelles sont les ambitions de cette jeune équipe dans cette compétition? Élément de réponse avec Fabien Bonilla et Orazio Gagino. Une raquette spécifique à la discipline, un terrain, 2 joueurs de chaque côté, la balle peut rebondir sur le mur vitré. Voici en quelques secondes ce qu'est le paddle, un sport en devenir. Eh bien, ils seront 8 joueurs à représenter la principauté lors du prochain championnat d'Europe, accompagnés d'une coach, ancienne joueuse de l'équipe de France, et d'un préparateur sportif. Une compétition à Marbella du 28 juin au 4 juillet, avec en face de grandes nations et un gros niveau. On va être mis à rude épreuve pendant cette semaine de compétition, puisqu'on peut compter sur la présence de nations telles que l'Espagne, l'Italie, la France. Donc ça va être vraiment difficile. À Monaco étant un micro-État, la Fédération monégasque a eu la possibilité de recruter 3 monégasques, 3 résidents et 2 sportifs vivant dans un rayon de 30 km de la principauté. Dans l'équipe, il y a 8 joueurs. Dans ces 8 joueurs, il y a 4 joueurs qui jouent au paddle depuis de nombreuses années, qui ont l'occasion aussi de participer à des championnats. Je pense notamment à Nalé Grinda, à Laurent Ben Sadoun, qui ont déjà cette expérience d'équipe nationale. Donc on a 4 joueurs, on va dire, qui peuvent faire mal, et 4 joueurs qui sont en devenir, qui ont beaucoup de potentiel. Il y a 3 équipes qui jouent, donc il faut gagner 3-0 ou 2-1. Voilà, donc on espère qu'on aura l'occasion de gagner au moins 2 points le maximum de fois possible. La Fédération monégasque de paddle est assez jeune, la création date de 2014. Sans véritable infrastructure dédiée au paddle, les membres s'entraînent au sein des clubs du département azuréen, d'Aise jusqu'à Mougins. Les 8 joueurs sélectionnés représenteront à Marbella une nation. Jouer pour Monaco, c'est incroyable déjà de représenter ce pays, parce que c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'énorme, et surtout en tant que monégasque, et ici pour tous les joueurs aussi je pense, et je pense qu'on va avoir une belle expérience, une belle aventure à Marbella. Ça fait maintenant 8 ans que je vis sur Monaco, je joue au paddle depuis 15 ans, j'ai représenté l'équipe de France, j'ai joué déjà plusieurs championnats d'Europe et championnats du monde, et de pouvoir mettre à profit mon expérience et de venir intégrer cette équipe, c'est une véritable fierté. L'objectif à travers cette compétition internationale fin juin début juillet est une qualification pour les championnats du monde de Doha en novembre prochain. Pour cela, il faudra obtenir un des 5 tickets d'entrée que propose ce championnat d'Europe. On reste dans le sport de raquette avec la Coupe Davis. Bonsoir Frédéric Elion. Monaco a plutôt bien débuté sa campagne à Chypre. Bonsoir Émilie, effectivement, début parfait pour les joueurs de Guillaume Couillard qui espèrent remonter dans le groupe 2 à Chypre.
Placés dans la poule B du groupe 3 de la zone Europe, les Monégasques ont facilement dominé Malte hier 3-0 avec seulement 3 jeux laissés en route en 3 matchs. Victoire 6-0, 6-0 pour Valentin Vachereau, 6-0, 6-1 pour Lucas Catarina et 6-1, 6-1 pour le double composé d'Hugo Nice et Romain Arneodo. Confrontation plus serrée face à l'Irlande aujourd'hui, 1 point partout après les 2 simples, mais Nice et Arneodo remportent le double décisif en 2-7, 6-3, 6-4. En athlétisme, plusieurs athlètes ont confirmé leur présence pour le meeting Hercules EBS. Plusieurs grands noms ont déjà validé leur présence vendredi 9 juillet au Stade Louis II, à commencer par Karsten Warholm. Le Danois, double champion du monde, s'alignera sur le 400 mètres haies. Nigel Amos, détenteur du record du meeting, tentera d'améliorer son propre chrono sur le 800 mètres. A noter également la présence de Yulima Rojas sur le triple saut, pour un duel face à la championne olympique en titre, Catherine Ibarguen. Et on termine par de la gymnastique. Plusieurs athlètes du Féminasport participeront au championnat du monde de gymnastique acrobatique, Frédéric. Après avoir cartonné au championnat de France, 4 groupes du Féminasport seront en Suisse du 20 au 25 juin pour les championnats du monde. Un trio monégasque composé d'Inès Durand, Paloma Verdino et de Chloé Martinez en catégorie 11-17 ans. Et le duo Ninon Ginola et Loane Mariette. 2 groupes français iront aussi en Suisse, le duo mixte Diego Lopez et Solana Moller dans la catégorie 12-19 ans et le trio Alicia Barbero, Mathilde Trossarello et Lila Rose Toulek également en junior. Merci Frédéric. Il est temps à présent d'accueillir notre prochain invité. Il s'agit du directeur des petits chanteurs de Monaco, Pierre Debat. Il est interviewé par Patricia Navarro. Bonsoir Pierre Debat. Bonsoir. Vous vous trouvez à proximité des petits chanteurs de Monaco, à quelques minutes d'une répétition. Comment avez-vous tous traversé la crise et ses conséquences ? Oh, difficilement, mais comme tout le monde. Là, je suis dans la salle de répétition, en effet, que vous connaissez. Et les enfants s'apprêtent dans quelques minutes à la retrouver. Il faut savoir qu'ils en ont été privés pendant à peu près 6 mois cette année. Nous avions recommencé au mois de septembre de manière assez confiante. Et puis après, la situation s'est un petit peu dégradée, est devenue complexe, notamment en raison, à partir de début janvier, de la mise en place des couvre-feux. Il faut savoir que j'ai plus de la moitié de l'effectif qui habite en France et je ne voulais pas qu'une certaine partie des petits chanteurs, les résidents à Monaco, puissent être en capacité de travailler et pas les petits qui habitent en France. Et puis de toute façon, ce n'était pas profitable musicalement. Donc j'ai décidé de refermer toutes les répétitions et à partir de janvier. Et les enfants se sont retrouvés uniquement 4-5 fois pour préparer des grandes célébrations. Donc ça a été vraiment, vraiment chaotique, en complément bien sûr de la grande interruption qui a eu lieu en 2020, dès le début de la pandémie au mois de mars et jusqu'à la reprise le premier confinement jusqu'à la reprise de septembre. Très compliqué. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il aujourd'hui ? J'imagine qu'il y a beaucoup de joie, hein ? Ils sont contents. En fait, ils se sont retrouvés il y a exactement 2 semaines. Ils recommencent un petit peu à feuilleter leur dossier de programme de concert, puisque pour la 2e année consécutive et pour la première fois de leur histoire depuis 1974, les petits chanteurs ne sont toujours pas en capacité de partir en tournée de concert à l'étranger. Oui, alors quel est le calendrier des jours et semaines à venir ? Il y aura une pause à la faveur de l'été et donc la traditionnelle tournée estivale sera annulée ? Voilà, absolument. Nous devions l'an dernier, en 2020, retourner pour la 10e ou 11e fois, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. La tournée a été reportée à 2021. Et puis, évidemment, maintenant, nous savons que ce n'est pas possible. Donc, elle est reportée à nouveau à 2022, selon un périple New York, Philadelphie, Washington, Miami. Mais là, je vais les emmener une semaine du 4 au 11 juillet en Bourgogne pour faire un stage musical parce qu'évidemment, après toute cette période extrêmement chaotique, il y a besoin de refaire pas mal de techniques et de reprendre du temps musical de répétition dans un très bel endroit près d'Autun, en pleine forêt, un centre culturel magnifique. Et je crois que ça va faire plaisir aussi à tous de se retrouver, de repartager des bons moments de vie commune. Et chaque année, des petits chanteurs devenus trop grands laissent la place à d'autres. Vous lancez en cette période une campagne de recrutement ? Et évidemment, c'est le propre d'un chœur de garçon, c'est que aux alentours des 15 ans à peu près, les voix commencent un petit peu à bouger et il faut penser à réalimenter par des petits nouveaux. Alors chaque année, nous prenons des petits candidats, on va dire aux alentours des 9-10 ans
pas trop petits, parce qu'après il faut qu'ils aient la capacité de partir en longue tournée de concert à l'étranger. Mais voilà, le recrutement est ouvert, donc il suffit de me contacter, prendre rendez-vous pour une audition, un entretien avec les parents, et c'est tout à fait ouvert à tout garçon qui souhaite intégrer cette troupe artistique. C'est très flatteur et formateur. Les petits chanteurs participent tout au long de l'année aux grands événements de Monaco. Absolument, oui, ils sont en charge du service musical de la cathédrale de Monaco, qui n'est pas très lourd, hein, sur la base du volontariat pour tous les dimanches, sans fête particulière, et puis quelques astreintes, la fête du Prince, bien sûr, Noël, la Sainte Dévote, telles que 6-7 grandes célébrations dans le courant de l'année, et parallèlement à ce service musical de la cathédrale de Monaco, haut lieu prestigieux où reposent les princes de Monaco, ils étudient à côté de ça les programmes spécifiques pour leur tournée de concert à l'étranger. Ils partent toujours une dizaine de jours en Autriche pour faire beaucoup de musique et de ski. Ils adorent ça en février. Et là, c'est un stage qui est très profitable pour eux. Et ensuite, ils préparent leur grande tournée de concert, qu'elle soit en Asie, aux États-Unis, en Europe. Tout dépend. Mais là, évidemment, il nous tarde de retrouver le chemin des scènes internationales. Je crois que vous teniez, en conclusion, à rendre hommage à tous ces jeunes. Ah, absolument. Je suis plein d'admiration. Ils se sont accrochés comme des moineaux à leurs branches pendant toute cette période extrêmement chaotique. Ce sont des enfants qui ont perdu beaucoup, mais qui n'ont pas baissé les bras. J'ai beaucoup d'admiration pour leur force de caractère, et je suis certain que tous ensemble, on est en capacité maintenant de sortir de l'eau et de reprendre notre activité. Pierre Debat, merci d'avoir répondu à notre invitation pour mettre à l'honneur les petits chanteurs de Monaco. Merci à vous. On retrouve à présent Frédéric Hélion et on reste dans le domaine musical avec cet événement demain soir à l'Auditorium Régnier 3. La fondation Flavien, qui lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares, organise pour la 3e fois son concert Pousse la vie. Cette année, la soirée pour la bonne cause sera dédiée à l'univers des films de Quentin Tarantino, avec pour parrain le célèbre harmoniciste Greg Zlap et le pianiste Yvan Cassar. The Tarantino Night, c'est demain soir à l'Auditorium Régnier 3 à partir de 20h. On continue par l'inauguration d'un nouvel espace artistique en principauté, Frédéric. Oui, Hauser & Wirth, l'une des 3 plus importantes galeries d'art au monde, ouvre un nouvel espace de 290 mètres carrés à proximité de l'Hôtel de Paris avec Maladie d'amour, une exposition inaugurale de Louise Bourgeois à découvrir du 19 juin au 25 septembre. Et on termine par ce concert à la Roseraie Princesse Grasse lundi prochain. À l'occasion de la fête de la musique, le trio jazz de l'Orchestre des Carabiniers du Prince sera en concert lundi 21 juin à partir de 18h30 à la Roseraie Princesse Grasse. L'entrée sera libre et le port du masque obligatoire. Merci Frédéric. Nous vous parlions en début de journal du coup d'envoi du baccalauréat 2021 avec l'épreuve de philosophie. Coup d'œil sur un autre examen qui vient de récompenser ses lauréats. La remise des prix du concours de langue monégasque a eu lieu hier à la mairie. Une cérémonie particulière en raison des mesures sanitaires mais surtout riche en émotions puisque le concours fête cette année ses 40 ans. Le reportage de Juliette Rappert et Olivier Bonello. C'est après une année blanche que 59 élèves du CM2 à la 3e ont été récompensés lors de cette remise de prix en présence du souverain et de mademoiselle Mélanie Antoinette de Massy. Cette cérémonie a touché le cœur de chaque personne présente, notamment des élèves et de monsieur le maire. Ça fait vraiment chaud au cœur de revoir les personnes qui ont été aussi fidèles et aussi attachées à notre tradition, à notre langue, et les revoir aujourd'hui sur photo. C'est une tradition, c'est une langue qui est très proche de ma langue maternelle. C'est le fait aussi de représenter un pays presque, de faire avancer cette langue, c'est très important pour moi. Ce concours de langue et cette cérémonie montrent à la fois l'attachement à la langue et aux traditions des élèves de nationalité monégasque, mais aussi des élèves étrangers qui deviennent à leur tour monégasques de cœur. Tous ont à cœur d'apprendre cette langue parce qu'au-delà de la langue, des mécanismes, je dirais, peut-être grammaticaux ou structurels de la langue, et le monégasque représente un lien intergénérationnel. On a des parents et on a aussi maintenant des enfants qui ont fait le monégasque et qui font le concours. Ça a été l'occasion aussi de mettre à l'honneur les 2 seuls élèves du cycle secondaire à avoir gardé l'option monégasque après la réforme du baccalauréat. Et félicitations donc aux lauréats. On termine par les prévisions météo. Quelle est la tendance pour vendredi, Frédéric ?
Une belle journée ensoleillée, Émilie, avec de rares nuages. Côté température, il fera 22 degrés le matin et 28 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 5h46 pour se coucher à 21h16. Vendredi 18 juin, nous fêterons les Léonces. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. N'oubliez pas, parmi les événements proposés en principauté ce week-end, le tournoi qualificatif olympique de rugby à 7 au Stade Louis II et le festival de télévision de Monte-Carlo qui débute demain. Nous recevrons d'ailleurs son vice-président délégué, Laurent Pionce. On se quitte en allant flâner du côté de la roseraie Princesse Grasse, photo signée Michael Alési. À demain et très belle soirée à tous sur Monaco Info.